Je vous présente un chapitre qui concerne la microéconomie, l'équilibre du producteur, ou bien appelé également la gestion de production, technique de production. La fonction de production est définie comme une liaison fonctionnelle existant entre les quantités des biens produits, notées Q, et les quantités de facteurs utilisés. Traditionnellement, on retient deux facteurs de production, à savoir le capital et le travail. Donc la fonction de production s'écrit Q en fonction de K, capital, et N, le travail. L'analyse en courte période. Donc il faut rappeler qu'en gestion de production technique, il y a deux types d'analyse. Il y a l'analyse en courte période et l'analyse en longue période. L'analyse maintenant en courte période, la production à court terme est caractérisée par un facteur de production constant. Généralement, c'est le capital. Et un autre variable qui est le travail, on note T ou bien N. Donc, la fonction de production Q, il est fonction du facteur variable N ou bien T, et le facteur fixe qui est le capital. Pour analyser la productivité, on doit définir trois fonctions de production. La production totale, définie par la production totale que l'on peut obtenir à partir de différentes quantités de facteurs variables pour une quantité donnée du facteur fixe. Donc la production totale, c'est la fonction globale de production. La productivité moyenne, c'est le rapport entre la production totale et le facteur variable qui est le travail. Donc la production moyenne TML, notée M majuscule. Donc c'est la production totale divisée par le facteur travail. La productivité marginale maintenant, elle mesure la variation de la production totale induite par la variation unitaire du facteur travail qui est le facteur variable. Donc la productivité marginale du travail, c'est la variation de production totale sur la variation du facteur de production qui est le travail, comme il est noté ici au niveau de la formule. Donc pour illustrer ça de façon plus explicative, donc on va procéder à l'application suivante. Une entreprise produit un bien à partir de deux facteurs, le capital et le travail. Le facteur capital est considéré fixe. La production totale de ce bien varie de la manière suivante, en fonction du facteur travail. Donc, avec la quantité de travail, généralement, c'est les heures de travail ou bien le nombre d'ouvriers. Donc, ça dépend des cas. Donc, ici, on va supposer que c'est le nombre d'ouvriers. Par exemple, avec un seul ouvrier, on produit 60. Avec deux, on produit 140. Avec trois, on produit 240. 4, 320, 5, 380, 6, 420 et 7, 440, 8, 440 également. Avec 9 ouvriers, on produit 420 et 10 ouvriers, on produit 300 unités produites. Donc on nous demande de calculer la productivité moyenne marginale du travail et on analyse les productivités à travers l'évolution de la production totale et les différentes productivités. Donc, on a dressé le tableau, donc on constate c'est les fonctions production totale en fonction du facteur de travail qu'on a supposé ici le nombre des ouvriers par exemple. Donc on a d'après les données des valeurs suivantes, comme on a dit avec 1 on produit 60 jusqu'à 10 on produit 300. Donc ce qui est demandé maintenant c'est de calculer la productivité moyenne. Donc la productivité moyenne c'est du travail, c'est la production totale divisée par la quantité du travail. Donc, pour la première, c'est par exemple 60 sur 1 est égal à 60. La deuxième, 140 sur 2 est égal à 70. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc, nous avons 70, 80, puis 80, puis 76, puis 70, puis 62,86, puis 55. Donc, en moyenne, chaque ouvrier, combien il produit? Donc, jusqu'à 10 ouvriers. Donc, la production de chacun, c'est 30. Donc, on multiplie 10 fois 30, ça nous donne 300. Et on divise 300 par 10, ça nous donne 30. Passons maintenant à la productivité marginale. Donc, la productivité marginale, c'est la variation de la production totale sur la variation du travail. Donc, pour la première, donc, on a 60
Avant 60, il n'y a rien, 0, divisé par 1. Avant 1, il y a 0, donc il est égal à 60. Donc la deuxième, c'est plus significatif. Donc nous avons 140 moins 60 divisé par 2 moins 1. Donc qui est égal à 80. Donc et ainsi de suite. Donc 240 moins 140 divisé toujours par 3 moins 1, moins 2 plutôt, est égal à 100. Et ainsi de suite. Donc 100, 80, 60, 40, 20, 0, moins 20 et moins 120. Donc comment on peut interpréter ces évolutions ou bien analyser ça? Donc quand vous constatez la production totale, déjà il monte jusqu'à 440 puis il commence à devenir décroissante. La productivité moyenne, il augmente jusqu'à 80 puis il devient décroissante. Et la productivité marginale, il augmente jusqu'à 100 puis il devient décroissante et également il devient négatif. Donc pour voir les différentes relations et analyser cette situation de production, on va dresser une représentation graphique. Donc la représentation graphique nous donne sur le même graphique l'évolution de la production totale. On a dit il remonte jusqu'à 440 puis il devient décroissante. Puis après la productivité marginale qui augmente jusqu'à 100 puis il devient décroissante et il devient même négative. Et la productivité moyenne, qui est en bleu, il augmente jusqu'à, ici, il augmente jusqu'à 80, puis il commence à devenir décroissant. Donc, on va délimiter les zones de production, on délimite les rendements. Donc, il y a 3 phases, 3 rendements. Donc, la première, ça, c'est la productivité marginale, jusqu'à ce qu'il devienne maximum. Donc, ça, cette partie-là, on l'appelle les rendements croissants. Après la décroissance de la productivité marginale, il délimite les rendements décroissants et lorsqu'il devient négatif, donc on appelle ça rendement négatif ou bien ce qu'on appelle la zone du chômage déguisé. Par la suite, donc maintenant on caractérise par rapport à l'évolution de la production moyenne ou la productivité moyenne. Donc, vous regardez, elle est croissante et il atteint son maximum lorsqu'il est en intersection avec la productivité marginale. Donc, ce point-là, c'est le point. Donc, ça, on appelle ça la première zone. Donc, ça, c'est la zone 1. Zone 1, c'est entre le 0 et le maximum de la production ou bien de la productivité moyenne. Puis après ici c'est la zone 2 et ici c'est la zone 3. Donc pourquoi on appelle rendement croissant? Parce que l'augmentation de la production totale est plus que proportionnelle. Donc ici rendement décroissant, certes la production totale elle est croissante, mais avec une évolution décroissante, c'est-à-dire avec une proportion moins que proportionnelle. Donc, c'est-à-dire que l'évolution ici, c'est plus rapide et ici, c'est moins lent, c'est plus lente que la première situation de rendement croissant. Donc, c'est pour cela qu'on appelle rendement décroissant. Rendement négatif, ça veut dire que ici, à partir de cela, les ouvriers ou la quantité de travail ajoutée ne contribuent pas à l'amélioration de la production totale, mais ils contribuent à sa dégradation. Donc ici, on note une diminution de la production totale. C'est pour cela qu'on a appelé zone du chômage déguisé, c'est-à-dire que on a plus de facteurs de travail qu'il faut pour réaliser la production. Maintenant, au niveau de l'analyse en longue période, donc longue période, tous les facteurs de production sont soumis à variation. Donc nous avons deux variables. Donc notre problématique réside dans le choix de la meilleure combinaison des facteurs de production pour produire, en tenant compte des contraintes techniques et des contraintes économiques.
Ces contraintes sont en fonction du budget, donc le coût dont dispose le producteur et le prix des facteurs de production. C'est comme la contrainte budgétaire chez le consommateur, si vous vous en rappelez. Et ce problème et le choix peut être formulé selon l'objectif choisi. Ainsi, on cherche soit à maximiser la fonction de production, donc la quantité en fonction des deux variables sous la contrainte du coût total. Ça, c'est la quantité du capital fois le prix du capital et la quantité du travail fois le prix du travail. Ça nous donne le coût total. Donc, ou bien on cherche à minimiser le coût total sous la contrainte de la production si on sait l'élément, la fonction de la quantité produite. Donc, la notion d'isocompte, donc les isocomptes, c'est comme les courbes d'indifférence chez le consommateur. Donc, une isocompte représente toutes les combinaisons de facteurs de production qui permettent de produire la même quantité de biens. Donc, à ce niveau-là, il y a le même niveau de production. Et à ce niveau-là, il y a toujours le même niveau de production. Et à ce niveau, le même niveau de production. Donc, ça, on appelle ça isocompte 1, 2, 3. Donc, Q1, Q2, Q3. Donc, automatiquement, Q1 est supérieur à Q2, qui est supérieur à Q3, et il n'y aura pas d'intersection entre les différentes isocomptes. Donc, cette combinaison des facteurs est basée sur les hypothèses de la divisibilité, la complémentarité et la substituabilité des facteurs. C'est pour cela qu'il nous donne cette courbe qui est convexe. Donc, le taux marginal maintenant de substitution technique, il est similaire au taux de marginal de substitution chez le consommateur. Donc, il est défini comme étant la quantité de capital auquel un producteur peut renoncer en augmentant la quantité de travail d'une unité de sorte qu'il reste sur la même courbe qui est appelée isocompte. Donc, maintenant, la droite isocoût, c'est la contrainte du coût chez le producteur. Il ressemble à la contrainte budgétaire chez le consommateur. Donc, voilà la droite isocoût, ça formule ou bien son équation. Donc, elle est décroissante comme vous constatez. Et voilà, elle est délimitée par l'axe du capital et l'axe du travail dans le point coût total sur le prix du capital et ici le coût total sur le prix du travail. Donc, l'isocoût indique toutes les combinaisons des facteurs de production, capital et travail qui correspondent maintenant au même niveau du coût total, sachant que les prix des facteurs sont supposés constants. L'équation du coût total est de coût total K, la quantité du capital, fois le prix du capital, plus le travail, la quantité de travail, fois le prix du travail. Donc, comment on détermine la production optimale? C'est l'intersection, ou bien le point de tangente, entre la droite du coût total et la courbe isocompte. Donc, ce qui nous donne, c'est l'intersection dans un seul point, c'est le point de tangente. Donc, à ce niveau-là, la combinaison assure à la fois la maximisation de la production et également la minimisation du coût de production.